Rebonsoir Ami Wahid. Bonsoir, Merci oui. pour cette deuxième partie de- qui qui se prolonge, ou plutôt qui fait prolongation de votre précieux témoignage concernant votre carrière. La dernière fois, il a été question du plan spécial pour la région de Sétif. En 1970, en parallèle du plan quadriennal de développement initié par le gouvernement algérien de l'époque, il a été question pour la ville de Sétif, ou bien pour le Sétifois, d'être doté d'un plan spécial qui semble prendre pour base, selon les petits racollements à droite et à gauche, qui semble prendre pour base les précédents PUD, plans d'urbanisme directeur, établis au début des années 60, ou peut-être un peu plus en avance, dans les années 1930. Pour ce qui est de l'urbanisme, c'est-à-dire le rapport entre plan spécial et PUD se fait surtout au plan d'urbanisme. Quel a été, si on est, votre rôle dans le cadre de ce plan? Et que pouvez-vous nous dire au sujet de son impact sur la réalité urbaine de la ville telle qu'on la voit aujourd'hui? Il y a sans doute un certain héritage du PUD initié par Henri-Jean Calza et Pierre Boutreveau. Et sans doute, c'était le point de départ pour que la ville en question, ou le territoire de la ville en question, passe au niveau de villes intermédiaires et de territoires intermédiaires. À vous. Bon, Anna, je n'ai pas connaissance de l'urbaniste que tu me cites, hein. Bon, il y a un autre urbaniste qui a, mais dès qu'il est, j'ai pris sa place. Quand je suis arrivé à ce type, j'ai pris la place. C'était l'architecte en chef, et je suis devenu architecte en chef à la place de cet architecte que j'ai essayé de voir un petit peu, mais j'ai pas eu suffisamment de temps et de mémoire pour me rappeler. Mais c'était un autre nom, hein. Voilà. Ça, c'est pour mettre un petit peu de l'ordre suite à l'urbanisme que tu as cité. Maintenant, lorsque je suis arrivé à Sétif, ma première mission, l'une de mes premières missions, a été d'abord de ramener le plan d'urbanisme directeur auprès de la Boulaya, auprès donc du conseil exécutif de la Boulaya pour son approbation. Donc il fallait que moi, je m'imprègne de ce plan d'urbanisme. Bon, je suis né à Sétif, mais je ne connaissais pas Sétif. Alors, il m'a fallu cravacher dur, parce que j'avais des comptes à rendre. Ça a été quand même difficile. Mais j'ai été énormément soutenu par ceux qui ont finalisé le plan directeur d'urbanisme de Sétif. C'est Otal. Je crois que j'ai cité son nom la dernière fois, il me semble, Mehdi, non? Cotin avait également eu sa contribution au PUD de Sétif, c'est ce que vous voulez dire? Non, Otal. Otal, oui, Otal, vous avez dit, oui. C'est Otal. de Montpellier, oui, ceux de Montpellier. Oui. Alors, mais Cotin n'a pas participé. Cotin, Madame Cotin, c'est une grande dame, très bonne architecte, prix de Rome. Bon, que j'ai eu comme prof pendant un semestre et demi. Donc, c'est bien après, une fois que le PUD avait été approuvé, qu'on s'est retrouvé par hasard. Parce que j'ai pris des projets, on m'avait enlevé des projets, j'ai pris
le suivi de deux projets. Mais au total, c'était un couple. Donc, on a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble. Alors, l'une des premières choses, c'est qu'ils ont travaillé un petit peu, que tout le monde d'ailleurs, tous les techniciens qui sont passés sur ce PUD, sur à peu près des approximations. Pourquoi? Oui, c'était le début de l'indépendance. Il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas suffisamment de documents pour suivre tout ça. Mais à mon avis, et c'était l'avis que j'avais donné, hein, c'est que le plan d'urbanisme, le PUD, était bien élaboré. Il était bien, à mon avis, il était bien élaboré. La seule chose où j'ai vraiment mis tout mon savoir, grâce un petit peu à de mes ancêtres, j'avais étudié avec lui au niveau de la fac d'Alger, et c'était un grand urbaniste. Hein, et c'était pour une extension qui n'avait pas été prévue, c'était la zone industrielle. Il y avait une zone d'activité. Il y avait une zone d'activité d'une quinzaine d'hectares. Et puis, la zone industrielle, il fallait entre 30 et 60 hectares. N'est-ce pas? Donc, on a travaillé. Je peux continuer? Donc, on a travaillé avec le couple d'urbanistes et on a choisi un terrain. C'était déjà un terrain qui était plus ou moins localisé lors de l'étude, de la première étude. Hein. Mais ce qu'on voulait faire de cette zone industrielle, c'était une zone industrielle qui devait recevoir entre 30 000 et 60 000 ouvriers. C'est énorme. C'est énorme. Et c'était une zone industrielle qui avait vocation, disons, industrielle. Et c'était ramener Sonatrach, n'est-ce pas, avec tous les dérivés qu'il y a au niveau de Sonatrach, pour qu'ils s'implantent là-bas. Alors, au début, c'était 30. Ensuite, ça a été poussé jusqu'à 60. Donc, j'ai été le maître d'œuvre de cette opération, dans le cadre du choix et du... En tant qu'architecte en chef, pardon. En tant qu'architecte en chef de la ville. Ah oui. Et j'ai eu une autorisation à partir du ministre de... c'était pas l'habitat au début. Ministre de... Travaux publics ou bien urbanisme et construction, l'un des deux. C'est ça, disons urbanisme et construction, un truc comme ça. Tu vois, c'est 71. Hein, c'est 71. Hein. C'était, bon... c'était le Milchen qui était le ministre à l'époque. Et donc, lorsqu'il y a eu le plan spécial, on a le conseil du gouvernement a définitivement opté pour réaliser une zone industrielle à Sétif. Alors, c'est un équipement énorme, qui a fait l'objet d'un avis du gouvernement. Voilà. Donc, c'était le 3e plan spécial qui avait été fait à Sétif. Il y en avait un, je crois, à Médéa,
Ensuite, parce que mes deux, enfin, non, pas mes, Schlepp, tu sais qu'il y avait eu le tremblement de terre, etc. avant. Ensuite, ça a été Tizi Ouzou, et ensuite, Sétif. Voilà. Et En dehors de la zone industrielle, si vous permettez, en oui, dehors de la zone oui. industrielle, quels ont été les autres programmes relatifs à la ville ou au territoire, plus spécialement? Et est-ce que la zone industrielle d'Elelma a-t-elle un quelconque rapport au plan en question ou bien était-elle dans un autre plan? J'étais mal compris. J'étais mal compris. En dehors de la zone industrielle, bon, c'est-à-dire toujours dans le cadre de la zone industrielle, Oui. la zone d'Elelma a-t-elle été initiée dans le même programme ou non? L'autre question. Dans un autre volet, ils ont été les autres aspects de ce plan, du plan spécial, en dehors de l'activité, en dehors de la zone réservée à l'industrie. Bon, la zone industrielle avait une vocation industrielle, d'abord. D'accord? Et dans pratiquement tous les départements techniques. Tous les départements techniques. Hein? Voilà, donc tous les ministères qui se rapprochent à l'industrie se sont retrouvés là-bas. Voilà. Il y a uniquement une seule chose qui n'a pas été réalisée, c'est ce qui concerne l'automobile. C'est tout. Sinon, en matière d'électricité, en matière de pétrole, tout ça, c'était vraiment, c'était énorme comme hein, voilà. Alors là, c'est très simple. Quand il y a eu les projets arrêtés par le gouvernement, il a opté pour la vocation de la zone industrielle. Ensuite, ce sont les ministères, chacun à son niveau, sous l'égide du ministre de l'Industrie, chacun a eu une part donc financière et une responsabilité pour l'exécution de cette zone industrielle. Voilà. Ça a été fait de cette manière-là. Et effectivement, on avait choisi, enfin j'ai choisi, en dehors des choix qui avaient été suggérés par le ministère de l'Industrie, j'ai eu gain de cause pour confirmer ce qui était sur le plan d'urbanisme, sur le plan du directeur d'urbanisme. Bon, pour moi, c'était un honneur. Hein. Déjà, approuvé par les autorités de la région, c'est-à-dire de la wilaya, et ensuite approuvé par le ministère de l'Industrie. Et pourtant, le ministère de l'Industrie avait fait une proposition à travers un bureau d'études étranger pour le choix du site. Ils ont proposé un site zéro, et moi j'ai proposé le site qu'on avait arrêté. Voilà. Et la zone industrielle, voilà ce que c'est le domaine l'Aïd d'Ahwi. Voilà. Voilà pour la zone industrielle. Bon, elle a très très bien démarré. Et puis il y a eu disons que le système P, etc., c'est pas, on a pensé un petit peu trop vite sur. Elle fonctionne actuellement, hein, mais elle ne fonctionne pas. Pour moi, elle ne fonctionne pas telle qu'on avait compris la manière dont elle devait accueillir, etc. Parce que il y a pas 30 000, voilà, 60 000 ouvriers au niveau de cette zone industrielle. Pour moi,
Et c'est un mauvais point. Voilà. Je t'entends pas. Mahdi, je t'entends pas. Oui, oui, je vous entends parfaitement. Donc, bon, en termes d'aménagement, surtout, j'imagine que d'autres questions persistent encore, surtout en termes d'aménagement de la zone et de l'impact de ce dernier sur ses performances. Bon, c'est-à-dire qu'après l'approbation de celle-ci, des incidents ont émergé pour le plan de la réalisation et autres. Maintenant, en dehors de l'industrie, quelles ont été les implications de ce plan au niveau des autres zones que le système du zoning a été bon, alors, le plus en vogue. Donc, pour ce qui est des autres zones, quel est votre... Alors, il y a évidemment l'éducation nationale, n'est-ce pas? Alors là, il y a eu un effort extraordinaire, d'accord? Les collèges, les CEM, enfin les CEM, les lycées, les écoles primaires ont suivi certaines facultés, n'est-ce pas? La première, Farhat Abbas, voilà. Ensuite, au niveau des infrastructures routières, n'est-ce pas? Doublement de la voie ferrée, l'étude pour le lancement de le passage l'autoroute, n'est-ce pas? Il y avait également des équipements qui devaient suivre le département de la justice, des équipements culturels, n'est-ce pas? Des équipements commerciaux. Bon, évidemment, un petit peu tout ce qui fonctionne au niveau des sites urbains, sans oublier les zones rurales, hein, avec l'habitat rural et des équipements pour faire fonctionner un petit peu les zones rurales. C'est pas seulement le logement, hein, des équipements, voilà, tout ce qui conditionne un petit peu l'activité commerciale et industrielle au niveau des zones rurales, enfin semi-industrielles, hein. Bon, disons que chaque daïra, chaque commune avait mais là, ça reste quand même un petit peu. Je trace l'axe de la vision de ce qu'a pris le gouvernement à travers le plan spécial. Mais je me ramène quand même juste à ce titre où j'ai principalement agi, voilà, tout en aidant certaines zones, comme l'Alma, Bougaha, Ain Oulmen, Ain Azel, des zones aussi au niveau du nord, comme Bougaha, etc. Mais là, c'est uniquement à titre consultatif. Mais j'étais très souvent, le Wali m'envoyait très souvent un petit peu dans ces régions. J'allais même jusqu'à surveiller des opérations à Béjaïa. Parce que Béjaïa faisait partie de la wilaya Sétif.
comme board, je faisais partie aussi, j'allais aussi à board. Ma mission était énorme vraiment. Donc voilà, mais d'ailleurs, j'ai été plusieurs fois remercié pour ce que je faisais un petit peu. Tu m'entends? Voilà. Voilà. Donc c'était durant la période, donc c'était essentiellement durant cette période où vous étiez architecte en chef. Ah oui, Et oui, oui. une période qui s'est étendue jusqu'à la 73. période. Jusqu'en 74. non, 73. Je me suis arrêté en 73. Enfin, vous êtes installé quand même à votre compte 2 années auparavant. Je me suis installé en 69. 69, 70, 71, 72, 73. Avril 69, je me suis installé en tant qu'architecte bureau d'études privées. Tu m'entends? En 69, vous étiez déjà installé à votre compte et vous exerciez en tant qu'architecte en chef de la ville ou bien de la wilaya, ça dépend de... Oui, disons que j'étais nommé assétif et j'exerçais énormément pour le compte de la wilaya. Énormément. Mais j'ai commencé le 1er avril 69. Et j'ai terminé en avril 73. Pour poursuivre à votre compte, j'imagine. Absolument, oui. Et on m'a donné l'autorisation d'exercer la profession libérale. Très vite, j'étais le seul des 5 que nous étions, enfin des 4, parce que madame, madame, j'ai oublié son nom déjà, Xenia. Son nom, c'est Belabès. Elle était partie en Yougoslavie. Donc, parmi les 4, j'étais le seul à être. Les autres n'avaient pas quitté encore les administrations où ils avaient été affectés. Voilà. J'étais le seul. Ce qui est intéressant, vu que vous étiez combien, justement, à porter le titre d'architecte 4. au niveau de la wilaya? 4. Au niveau de la wilaya? Ah, au niveau de la wilaya, j'étais seul. J'étais le seul. Bon, ça c'est... Si on parle des architectes au niveau national, vous étiez en tout 4. 4. Ouais. 4 en 68. Hein. Enfin, on était 5, dont une étrangère. Enfin, 5, dont une étrangère, qui est partie en Yougoslavie. On était 4. Voilà. Donc, justement, en 74, vous installez à votre compte ou bien vous poursuivez votre activité au niveau de votre propre agence d'architecture. Non, j'étais pas au niveau de l'agence. J'étais dans la villa où j'habitais, qui était dans le prolongement de l'ancienne mairie. C'est un appartement communal. C'est une villa communale. Alors pendant un an. Alors. Donc, c'est encore de l'ancienne mairie. Alors. Pardon? Allez-y, c'est-à-dire c'est pour l'ancienne mairie, donc près de la mairie et l'ancienne salle des fêtes. Absolument. C'est juste derrière la salle des fêtes, voilà. C'était en face de la synagogue. Ah oui. Voilà. Alors, j'ai exercé là-bas pendant un an, jusqu'à ce que la mairie me trouve un logement, et pour que je puisse quitter la villa. Et en même temps, l'OPJ m'a remis un bit tactique que j'ai aménagé et occupé en 74. Voilà. Au niveau des 150.
Toujours au niveau des 150. Absolument. Oui. Oui. Voilà. Ça a toujours, et vous y êtes resté durant votre carrière. Le cabinet, oui, voilà. Et l'appartement était au 80 logements. Juste à côté. Juste à côté. Donc, la ville de Sétif, où vous êtes installé, a été décrite à l'époque comme un territoire de boue, dont les chantiers étaient nombreux. L'évolution du contexte général de l'urbanisme, par la suite, marquée par l'ordonnance 76-92 relative à la coopérative immobilière au tout début, oui, et par la loi 86-07 relative à la promotion immobilière privée, oui, il aura émergé d'autres commanditaires par la suite, oui. comme les promoteurs. Quelles ont été les principales étapes de votre carrière professionnelle durant cette période, notamment pour l'aspect de la pratique libérale dans le cadre de la domination des bureaux d'études privées, des programmes de logement qui ont été développés à l'époque, ou qui ont été programmés puis réalisés à l'époque, et votre point de vue sur la croissance de la ville et autres. Bon, là, on est en train d'aborder le problème de l'habitat urbain, c'est ça? Tout votre parcours durant cette période. L'habitat urbain, c'est-à-dire si on devait aborder la problématique de l'habitat urbain, ça va surtout se faire au regard de votre pratique à vous, c'est-à-dire quelle a été votre contribution durant cette période-là, essentiellement. Enfin, de toute manière, là, mon activité, elle était, disons, un petit peu sur le territoire national. Hein. Alors, c'était pas seulement au niveau de la Boulaya. Voilà. J'ai activé à Constantine, à Borj qui était devenu Wilaya, à Béjaïa qui était devenu Wilaya, à Constantine. Bon, vraiment, j'ai vraiment, voilà. Bon, au point de vue, disons, pour l'habitat, disons l'habitat urbain d'une manière générale, c'était une réalisation à peu près entre 7000 et 8000 logements que j'ai eu à suivre, en tant que maîtrise d'œuvre et totale. Hein. Et j'ai aussi eu un suivi à faire au niveau de la wilaya de Béjaïa, parce qu'il y a eu comment on appelle ça? On a retiré les projets à des bureaux d'études, particulièrement des bureaux d'études étrangers. Voilà. Bon, ça n'a pas été très facile pour moi, mais quand même, ça a été relativement une réussite. Voilà. Nous sommes bien ici durant la période d'avant le retour du Conseil de l'ordre. Nous sommes bien avant 94. C'est-à-dire que durant cette période, bien sûr. Pas mal de bureaux publics exercés, plus des bureaux d'études étrangers. Oui. Donc votre position dans ce contexte devait en quelque sorte avoir sa particularité. J'ai remplacé les bureaux d'études. Enfin, c'est pas comme ça. C'est plutôt, on m'a désigné systématiquement pour remplacer des bureaux d'études qui étaient carents. C'est simple. Et c'était pas n'importe quel bureau d'études. C'était des bureaux d'études costauds, mais qui avaient
fait une sous-traitance. Et là, tous les 3 mois, on avait une réunion au niveau de la wilaya, sous la présidence du wali, et des chefs d'État, des chefs de daïra concernés, et des présidents d'APC concernés, et des représentants tactiques concernés. Tu m'entends? Oui, parfaitement. Bon, très bien. Et évidemment, chacun apporte les avancements des travaux par un rapport qu'il établit et qui le remet aux principaux concernés, à commencer par les maîtres d'ouvrage et particulièrement le wali. Voilà, le constat était flagrant. Bon, et c'est comme ça qu'on m'a... Bon, systématique, hein. Bon, on retire et puis on me donne. Parce que j'étais le seul architecte. Voilà. Il y avait quand même un architecte algérien, mais c'était pas un architecte. Il n'avait pas fait des études d'architecture. Il avait fait des trucs d'ingénierat. Et bon, je sais pas comment il est passé. Bon, de toute manière, il a eu quelques projets à Bougaa. Je sais pas encore où. Voilà. Mais c'est comme ça que j'ai, entre autres, avec Madame Meziol, Madame Cotin-Meziol. Mais elle, j'ai trouvé que c'était une maladresse. C'était une maladresse. Il ne connaissait pas cette dame. Mais l'entrepreneur a mis vraiment il a fait du chantage à l'administration. C'est elle ou c'est moi. C'était très gênant. C'était très gênant parce qu'elle était très bien. Elle avait deux projets qui étaient formidables. Bon, et en plus de ça, elle était très contente que ce soit moi qui puisse achever. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Voilà. Entendu. Donc je crois que nous allons marquer une petite pause et revenir d'ici 2-3 minutes. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci Roya, merci bien. Oui, tu peux éteindre, tu peux, d'accord. Maintenant, vous pouvez me voir. Vous pouvez me voir maintenant. Oui, je te vois très bien. Très bien, parce que bon, il est absent. Donc, vous pouvez la voir. Bon. Donc. Donc, toujours dans le de votre pratique professionnelle entre 74 et 14, il a été question de reprendre, il a été question pour vous de reprendre le travail qui a déjà été initié et conduit par des bureaux étrangers au niveau sur les différents programmes. Mais à partir d'une certaine période, il a été question au début d'initier ce qu'on appelle la coopérative immobilière, les débuts de la coopérative immobilière. Vous avez
l'exemple le plus évident, bien sûr, c'est celui qui se trouve euh, du côté du secteur de l'Arasa, Oui, entre l'Arasa et 600 logements positifs, oui. et d'autres. Bon, j'imagine que d'autres programmes ont eu lieu. Donc, quelle a été votre contribution pour ce qui est des coopératives immobilières? Et pouvez-vous nommer quelques exemples sur lesquels vous avez travaillé, quelques réalisations sur lesquelles vous avez travaillé? Bon, sur les coopératives immobilières, d'une manière générale, elles ont été, elles ont été réalisées par des entreprises privées. Très peu par des entreprises nationales. Bon, ça a posé d'ailleurs un certain problème, parce que sur le plan d'urbanisme, le plan directeur humain, on a prévu des poches. Enfin, moi je dis des poches, parce que c'est comme ça qu'on les appelait, mais des parcelles de terrain pour des équipements. 80% de ces terrains ont été pris et donnés pour faire des promotions immobilières privées. Voilà. Et moi, ça m'a indigné, et pas le seul. Mais c'était la première wilaya, parce qu'on avait un monsieur qui était très fort, un merveilleux monsieur, et il y avait un retard dans la réalisation de logements, et disons que une activité immobilière ne pouvait être lancée, ou soi-disant lancée, que par le privé. Donc on avait quand même des entreprises costauds, hein? Donc ça a été lancé comme ça. Et il a tout fait pour lancer ça. C'était le frère du chef de l'État, et c'était un wali qui devenait, c'était mon ami, j'étais son ami, et son chouchou, en plus. Et je vais m'avancer comme ça, mais pratiquement 80% des terrains qui étaient prévus pour des équipements, ils ont été pris pour faire des logements. Pas sociaux, mais c'est resté pratiquement des logements sociaux. Alors, pour te citer un exemple, tu vois le terrain qui est à la sortie de Sétif à droite, c'était des chalets. Hein? Bon, il appartient aux gens qui ont fait... ils sont même venus me voir. Il y avait 124 villas. 124 villas. Il devait y en avoir 200 et quelques. Mais il y a une partie qui a été refusée par Sonelgaz parce qu'il y avait une ligne qui passait dessus. Et donc, ils ont réalisé à peu près 120 villas. Et ça a été fait par un architecte qui travaillait dans un cabinet d'État. Hein, et le bonhomme, donc, ça devait passer devant l'urbanisme, la wilaya, etc. Donc, il fallait avoir le cachet d'un architecte agréé. Comme j'étais le seul, ils sont venus me voir pour que je remette le cachet. Sauf, tu vois un petit peu où est-ce qu'on aboutit. Tu vois un petit peu. Alors, c'était quand l'esprit contraire du plan spécial. Comme je faisais partie, j'étais un élément dans l'exécution, dans le suivi de ce plan spécial, pour moi c'était une catastrophe. Voilà, c'était une catastrophe. Ça c'est, disons,
la promotion immobilière privée, et comment que ça se vendait, comment que les terrains étaient donnés, alors qu'on a construit, alors qu'il n'y avait pas les actes des trucs, etc. Le seul programme, plus ou moins, qu'on a réalisé à 50%, parce qu'on devait faire 600 logements, c'était l'autre moitié a été pris par le tribunal. J'ai oublié le nom du quartier. J'ai tout rasé. Je t'entends pas, hein? Je t'entends pas, Mehdi. C'est bien le secteur, comment dire, pas loin du siège de la CTC. C'est celui qui est du siège de la CTC. Non, CTC fait partie de ce terrain-là. Oui, ça fait partie de ce terrain. Ouais. C'est, comment dire, près de la promotion douanière actuellement. C'est ça, absolument, oui, juste en face. Voilà. Ouais, et ça a été fait durant cette période. On est en quelle année, si on peut mettre des balises historiques pour ce qui est des dates? Avant la fin de 90. Là-bas, j'ai tout rasé. J'ai tout rasé. Tout, j'ai tout rasé. Voilà. Ensuite, là-bas, ce n'est pas moi qui ai fait l'étude, c'est le bureau d'études de la wilaya de Béjaïa. Ce sont eux qui ont fait les 600 logements là-bas. Voilà. Ensuite, ils ont résilié avec eux, et c'est moi qui ai finalement fait le suivi, mais pas de 600, uniquement de 300, parce que l'autre partie du terrain a été pris par la justice. Voilà. Donc le plan d'aménagement a été fait par le bureau d'études de la wilaya de Béjaïa. Absolument, absolument. Donc on parlait du plan d'aménagement, et c'était dans le cadre de la rénovation urbaine qui a eu lieu à l'époque. Absolument. C'est-à-dire l'ancien faubourg de l'industrie. Absolument. Oui, il y a eu tout un débat là-dessus, sur qui devait prendre quoi, et ainsi de suite. Je peux tout citer. J'ai vraiment... Ce qu'on a fait là-bas, ça a été très très bien. C'est une chose. C'est uniquement... Les gens disaient, ils s'en foutaient. On a des actes de propriété. Tout le monde avait des actes de propriété, c'est vrai, mais c'était des actes sur sein privé. Voilà. C'est ce qu'on appelle. C'est des actes entre eux qui se sont faits. Donc voilà, donc ils ont été mais on s'est arrangé. On s'est arrangé pour donner, enfin, ils vendent ce qu'ils vendent, on estime, etc. Et puis il y a eu une sorte d'arrangement pour et puis c'était pratiquement pas très loin des 124 logements qui étaient en face pas loin de l'académie là-bas, en haut. Ouais. Les 124 en question étaient faits de logements semi-collectifs. Étions-nous dans le semi-collectif, vu que c'était des pavillons? Bon, c'était pour la plupart des pavillons, avec un logement au-dessus. Donc c'était... Non, il y avait pas de logement dessus. Oui, non, ce sont les... Parlons-nous d'un autre ensemble. Oui, non. Au début, c'était... Ensuite, on a fait une terrasse accessible. Quand il y a eu la terrasse accessible, donc on a dit, on fait une dalle. Voilà, une charpente pour agrandir tout le monde voulait agrandir un petit peu. Comme une grande majorité, c'était du personnel du parc de la ville, du parc de la mairie. Donc j'ai fait des arrangements pour qu'on puisse les faire. Alors, on était deux là-dessus.
un bon architecte d'ailleurs, c'était un Français, qui faisait le service, sorte de service technique militaire avec ça. Et, donc il est parti et j'ai continué. Mais pour essayer de refaire en haut, c'est moi qui ai demandé de faire ça. On a, enfin, disons tous les deux, on a tout fait d'une manière combinée. On a, je vais pas à retirer parce qu'on avait fait un travail ensemble. D'autres, avez-vous durant cette période, toujours durant la même période, avez-vous des commandes qui vous, dont vous remémorez le plus? Des projets en particulier qui sont un peu des points marquants de votre carrière? Allez, Vous les nommez un. c'est les banques. Sur, C'est les banques. Les banques. Là, les banques, j'en ai fait de très bonnes. Hein. Dans la période, c'est dans le précédent 94, toujours. Oh, même après, hein. Même après. Bon, alors j'ai deux banques que j'ai pris en cours. Alors, une qui n'avait jamais commencé, donc je l'ai pris en cours, je l'ai lancé, mais j'ai fait pas mal de modifications. À cause de la nature du terrain. Ça, c'est à Msila, avec la BEA. Hein. Tout ça, c'est avec la BEA. J'ai fait aussi la BEA de Constantine, à la ville qui est à côté, la nouvelle ville. Je t'entends pas, Mehdi. Oui, c'est de l'Imejli. Oui, oui. Mais ça, c'était après 94. Oui, bien sûr, bien sûr. Villes, Je t'entends toujours pas, hein. oui, qu'en était la période d'avant 94? Ah, avant 94. Oui. Quels ont été les projets les plus marquants de votre carrière durant cette période, entre 74 et 94? Alors, bon, alors il y a des lycées, hein. Il y a le lycée à d'abord il y a les 500 logements. Euh, en face des tours. Il y a plus le lycée Katbiassine. Plus le lycée Katbiassine à côté. C'est ça. 500 logements plus derrière les 300 logements, plus les 84 logements à l'ASWS, plus les 200 logements qui sont derrière encore, n'est-ce pas? Voilà. Un lycée, deux lycées, un à Barbougaha, la ville, et un après Bougaha. Un avant Bougaha et un après Bougaha. Voilà. C'est le point le plus culminant de la wilaya. Enfin, de Sétif plutôt. J'oublie les noms. Des grands lycées, hein. C'est 1200 élèves. 1200 élèves. Avec internat, les deux. Avec internat. Les deux félicités par le chef d'État. Il les a inaugurés. Et c'était en quelle année pour ces deux derniers, justement? C'est entre... Oh... Pas loin de 2020.
qui est de l'espace public, justement, vous avez eu, notamment durant le mandat de M. Benjedid, eu à faire des aménagements d'espace extérieur dans le fameux parc. Il a justement échappé à une certaine spéculation immobilière et autres. La petite place qui fait face, ou plutôt le petit jardin qui fait face à votre agence, place des 150. Donc, quelle a été votre principale démarche concernant la conception de ce genre d'espace? Bon, alors, on va... L'espace public en général. Oui. On va commencer donc par le parc. Le parc, c'était une caserne. C'était l'ancien terrain militaire, l'ancienne partie militaire de l'intramuros de Sétif. Oui, Et plus loin, l'édifice fait partie de l'ancienne Sétif romaine. absolument. Absolument. Alors, le parc a fait l'objet d'une attention particulière au niveau du PUD, le plan d'urbanisme directeur. Tu vois? Bien. Alors, le parc, c'est simple. On n'avait pas le droit de toucher. On n'avait pas le droit de toucher. C'était pas le parc, c'était une caserne. Ni tu rentres, ni tu... rien. C'est uniquement quand disons, les militaires sont partis de là-bas, c'est-à-dire les Français, quand ils sont partis de là-bas, officiellement partis de là-bas, et que c'est devenu un bien de l'armée nationale, de l'ANP, donc c'était gardé. Après, c'est passé entre les mains du musée. D'accord? C'est passé entre les mains du musée. Bon, malheureusement, on a eu comme directeur, un deuxième directeur, un petit salopard. C'était un Tunisien, qui a fait pas mal de dégâts là-bas. Il a pris de très belles choses, etc. Puis, pour tout le monde, c'était des pierres, des trucs comme ça. Mais enfin, les monnaies, etc., il a quand même pris. Et c'est quand il a été, quand Benjedid est venu, la première des choses, c'est qu'il a balancé. Il n'a plus voulu voir ce directeur là-bas. A dit là. Bon, parce qu'évidemment, il y a eu des rapportages, des trucs comme ça, voilà. Et dans le PUD, on a prévu l'aménagement de la caserne pour en faire un pôle d'oxygène pour la ville. Et c'était un passage de l'ancienne ville vers la projection de la ville future. Tu vois? Voilà. C'est comme ça que ça a été pensé avec Otal. Nous sommes d'accord? Mais on n'a pas fait sur le plan d'urbanisme, on a mis la maison de la culture. On a mis, d'ailleurs c'est moi qui ai fait le suivi de la maison de la culture après le décès de l'architecte. C'est un Égyptien, un très bon architecte d'ailleurs. Et on a mis le musée, la maison de la culture, et par la suite il y a eu un débat pour qu'on mette l'hôtel qu'il y a là-bas. Ensuite il y a eu le truc, la radio, et on a arrêté. Alors, Khalifa Benjedid, et à travers son frère, s'est arrangé avec
le patron de l'ANP qui a donné le parc à la ville. Voilà. Et les militaires ont demandé à ce que, et lui, à ce que la piscine soit conservée, qu'elle reste pour les militaires. Finalement, même ça, Ben Jadid a pris la piscine. D'ailleurs, et j'ai eu donc l'honneur de suivre l'aménagement. J'ai pas fait le plan, hein. J'ai pas fait le plan. Mais c'était un équipement à aménager, n'est-ce pas, qu'on a proposé au niveau du plan spécial au gouvernement. Voilà. Mais Chadli étant pas Chadli, Boumediene étant un militaire, malgré qu'il soit le chef d'État, donc on laisse la caserne, on la touche pas. Donc on la touche, l'aménagement a été accepté grâce à Khalifa Ben Jadid. Voilà. Et je me rappelle très bien, très bien, c'était entre 84 et 85, il m'a appelé à 5 heures de l'après-midi. Non, c'est pas lui, c'était c'était Mohamed, celui qui est devenu wali d'Alger. Il m'a appelé, il dit, il faut que tu viennes tout de suite à l'entrée de la Boulaya, le patron, il t'attend. Il y avait le maire, bon, le staff, à l'entrée de la Boulaya. Bon, on était tous là. Alors, demain, vous commencez à démolir la caserne. Il n'y avait ni plan d'aménagement, ni rien du tout. Et on a tout de suite lancé ce qu'il fallait pour démolir ce qui devait être démoli. Voilà. Et on a confié l'étude à une petite équipe qui était au niveau du bureau d'études de la Boulaya, n'est-ce pas? Et aussi au niveau de l'agence foncière. C'est un jeune architecte, bon, qui a fait des aménagements. Bon, on a subi tout ça. Et c'est comme ça qu'on a fait les travaux d'aménagement, l'étude et les travaux d'aménagement avec l'entreprise qui est juste, leur truc est juste au niveau de la voie ferrée. J'ai oublié le nom. Le PDG, c'est un gars très gentil monsieur d'ailleurs, un peu grande gueule, mais très gentil monsieur. Il est de l'Alma. Voilà. Rabbi Rahmou, j'ai appris qu'il était décédé. Voilà. Est-ce qu'on parle d'entreprise Gétique, confiance? Comment? Est-ce qu'on parle bien de l'entreprise Gétique? Non, c'est pas le Gétique. C'est un autre nom. C'est G quelque chose. Oui, je crois que c'est toujours bien Gétique, mais en tout cas, s'y trouve toujours. Hein, s'y trouve toujours, et ils ont même fait une résidence à côté de leur siège. Donc, oui, c'est ça. Ils ont fait une résidence là-bas. Ouais. Oui, c'est bien Gétique. Oui. Donc on est un peu d'accord sur ça. Donc, loin du... parce que bon, il y a quand même eu un certain débat sur la prise en compte de l'aménagement existant et des pavillons existants, au lieu de juste tout démolir et de le reconstruire à zéro. Mais ceci, c'est-à-dire est un autre débat sur que conserver, que reprendre et tout. C'est-à-dire au lieu de faire quelque chose qui soit ex nihilo, au lieu de prendre l'aménagement existant, mais ceci reste sur un autre sujet.
il y a eu une petite histoire que nombre d'étudiants ont eu à vous, que nombre d'étudiants vous ont demandé de raconter au sujet du petit jardin qui est en face de votre agence. Oui. Donc, quelle était la petite histoire liée à ça, liée à l'aménagement du petit endroit qui est à proximité de la voie ferrée. Oui. Ceci impose notamment le rapport à la voie, le rapport de la ville à la voie ferrée. Durant les années 30, il a été question de mettre le jardin des sports. Le jardin des sports a été aménagé juste à côté de la voie ferrée. Ce qui a constitué une solution viable au traitement, ou bien à la relation de la ville à cette voie. Nous pouvons construire en deçà de cette distance, à l'aménagement paysager, était une solution envisageable, une solution viable à ça. Bon, et j'imagine que vous avez repris la même chose, vous avez repris la même idée. Qu'en est-il? Sauf le Wally m'appelle. Nous sommes bien en 83, nous sommes bien en 1983. Oui. Ou entre 83 et 84. Oui, oui. Le Wally m'appelle. Qu'est-ce qu'il me dit? D'une manière confidentielle. Gueuli, dans une semaine ou plus tard, et c'est très large. En principe, je dois raccourcir. Gueuli, je reconnais vos compétences. Il faut commencer les travaux d'aménagement du site. Tout, monsieur le Wali, mais il n'y a pas de mais. Il faut commencer. Il faut commencer. D'accord? Bon, je voulais encore parler. J'ai tout dit. Vous pouvez partir. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est le Wali qui te dit. Il te donne un ordre. C'est plus Et c'est le DAG. C'est le DAG. Mohamed. Son nom, c'est un merveilleux monsieur. C'est un Oranais. Il venait très souvent chez moi avec sa femme, etc. Il venait en famille. Il t'a brusqué le patron. J'ai dit oui, quand même. Non, Gali m'a dit, il me dit tout. Gali, les militaires veulent faire un lotissement là-bas. Alors, enfin, tout de suite, on aménage. Parce que c'était dans le prolongement de la résidence. Tu as vu, il y a une résidence. Il y a la résidence du Wali. Une résidence. Donc, pour éviter... Allez, hop. Voilà. Et moi, j'ai dit ce qu'il fallait faire, parce que moi, j'avais un autre programme. Et j'ai confié l'étude à un collègue qui est devenu enseignant Welcome. C'est parce que tu vois qui c'est. Non, je ne sais pas si le collègue en question, votre collègue, veuille qu'on cite son nom, mais allez-y quand même. Je cite son nom? Moi, ça me dérange pas, parce que ce que je dis, c'est du bon du cœur, j'ai aucun problème. Allez-y, vu que c'est un témoignage important, allez-y. D'abord, il faudrait que tu me rappelles de son nom. Tiens, maintenant, il habite juste à côté de chez moi. Non, c'est moi qui habite à côté de chez lui. Parce qu'il était là-bas depuis... Il était enseignant. Oh là là. Il écrit, etc. C'est Monsieur Warret. Voilà, Parlez bien de Monsieur merci. Warret. C'est Monsieur Warret. Voilà.
Ça, d'ailleurs, ça n'a pas été très, très facile au niveau parce que je tenais vraiment à me rapprocher le plus près de la voie ferrée pour éviter à ce qu'il y ait encore un espace où on pouvait venir implanter quelque chose encore, voilà, un truc comme ça. Donc j'ai occupé tout l'espace. Voilà. Ouais, parce que ça a été justement occupé de l'autre côté. C'est quand même très proche. Ah, après, Ce qui a été fait entre... après la voie ferrée, hein. De l'autre côté de la voie ferrée. Ça a été quand même occupé, oui. Ouais. Et peut-être qu'il aurait fallu intervenir de l'autre côté également, mais... Ah, moi, j'avais une mission, voilà. Oui, si ça peut, plus ou moins, tu ne savais pas ça. Tu viens de l'apprendre. Il y a des choses qu'on cache. C'est sûr. Et je l'ai dit à personne. Je l'ai dit à personne. Personne ne le sait, sauf le Wali et moi. La même chose pour la caserne. La même chose. J'ai reçu un ordre de procéder à la démolition, toute la démolition. Et attention, démolir des lieux où il y a eu de la torture, où il y a eu des assassinats, etc. Et c'est pas... Mais... Donc le site en question comprend aujourd'hui 2 ou 3 restaurants, quelques boutiques qui se sont greffées en appendices, des terrains de jeu pour enfants. Bon, aujourd'hui, tout ceci est dans un état vraiment délabré. Bon, ça pose aujourd'hui des questions sur comment est-ce qu'un espace peut vivre en présence d'entourage et comment est-ce qu'il se dégrade en l'absence de celui-ci. C'est-à-dire en l'absence de toute surveillance, entre guillemets, sociale. Il y a toujours des risques de dérapage là-dessus. Donc, dans la continuité de votre carrière, justement, après cette période des années 80, il y a eu une restauration, en l'occurrence la restauration du Conseil de l'Ordre, d'une part, d'autre part, des changements ont été apportés aux instruments d'urbanisme, donc on passe du PUD plutôt au DO, il y a eu DO et POS, et on assiste à l'apparition d'autres commandes, d'autres catégories de programmes et de suites. Jusqu'à quel degré le changement a-t-il eu un impact sur notre parcours? Quel a été le principal changement qui s'est opéré entre la première période et la deuxième, celle d'après la restauration? Bon. Et nous sommes bien de 94, la restauration, jusqu'à la fin de votre carrière, en 2020. Oui. Bon, sauf à partir de 94, disons, le nombre d'architectes a augmenté. Je dirais même qu'il a explosé. Donc on a, ce que je constate, hein, c'est mon point de vue. Il y a au début de cet entretien, de la dernière fois, j'ai dit que tu m'as posé la question, pourquoi avoir fait l'architecture? Pourquoi avoir choisi cette profession? Je te dis plus ou moins pourquoi. Mais jamais dans mon esprit, c'était pour gagner d'argent. Une fois qu'on a commencé à avoir pas mal de confrères qui sont sortis des facultés, des écoles, des universités,
c'était le souci de gagner de l'argent. C'est pour faire fortune, tout de suite. Ça, c'est ce que j'ai pu constater, et c'est ce qu'on m'a rapporté aussi. Et je ne pouvais être que convaincu que ce que je pensais était juste. Donc j'ai commencé à avoir une forme de dégoût de cette profession. Chez nous, hein, chez nous. Et la preuve, je crois que j'ai raconté une fois un architecte qui me dit mais j'ai pas besoin de dessiner, j'ai pas besoin de... Non, pourquoi? Ça sert à rien. C'est inutile. Euh, quand on fait des contrats, qu'il y a des concours, que je vois, en ce qui me concerne, que j'ai la meilleure offre, la meilleure notation sur le plan d'architecture, mais je suis pratiquement le dernier sur le plan de ma proposition d'honoraire, qui reste conforme aux lois que nous avons, des lois qui nous régissent, n'est-ce pas? Et particulièrement parce que on a on a des barèmes, tout ça. Je propose un projet pour 920 millions, l'autre il le fait à 180 millions. Et c'est quoi ça? Et on lui donne. Et on lui donne. Bon, d'ailleurs, c'est à partir de là que j'ai commencé plus ou moins à me retirer. Quand je t'ai même dit tout à l'heure, un entrepreneur qui vient te dit tiens, tu me sais, mais comment c'est tu sais ce que ça veut dire mettre mon cachet voilà. يا اخي جماعهم يديروه جماعه دوك هما انا ما نديرلكش هذه bon c'est il y a de très mauvaises choses qui commencent à apparaître et qui me font mal et qui font que je deviens je commence à avoir du dégoût vis-à-vis de la profession que nous exerçons dans notre pays. Voilà, c'est tout. Et quand je me déplace, que je vais à l'étranger, je vais en Tunisie, voilà, je vais ailleurs, voilà, en France, voilà, quand je vois par exemple un monsieur qui a une Mercedes 500 SL, hein, il me dit voilà, je vais mettre 100 litres d'essence pour faire Paris, Marseille, aller et retour. Voilà ce que ça va me coûter. Je lui dis mais non, non, c'est bon. J'ai gagné un projet pour 60 logements. Eh ben, je vais vivre avec pendant 2 ans, avec les honoraires. Tu vois? Pour 60 logements. 60 logements. C'est tout. Je pense que ça suffit pour. Je vais pas plus loin. Dis en France. Hein. D'ailleurs, ça pose le problème de la qualité architecturale, surtout de la différence de celle-ci, ou bien la différence d'approche qu'il y a dans celle-ci, pour celle-ci, entre la commande publique et la commande privée. D'aucuns voient que la qualité architecturale se paye. Notamment, c'est une idée qui est très répandue, ce qui est nombre d'acteurs qui disent que si je veux faire de l'architecture, il faut voir ça avec le promotionnel et non pas avec le logement public. Et il y a un autre problème, c'est celui de la définition même de cette qualité. Parlons de qualité d'espace, tant intérieur qu'extérieur, ou de qualité de matériaux. Et c'est ça ce qui est problématique là-dessus. La vision de l'architecte que vous étiez quant à cette qualité.
est liée, est-ce que la qualité en question est liée aux matériaux eux-mêmes, ou bien y a-t-il un travail sur l'espace? Est-ce que les contraintes budgétaires liées au logement public sont-elles réellement un frein à la qualité d'un côté, et de l'autre, la promotion privée telle qu'elle se fait actuellement est-elle un gage de qualité selon ce que eux et votre définition justement de la qualité? Donc, bref. Là, je suis arrivé à une conclusion. D'abord, en tant que maître d'œuvre, on travaille, on pense, on conçoit sur la base de programmes qui sont fournis par des maîtres d'ouvrage. Bien. Les maîtres d'ouvrage, à 99,99%, ne sont pas parfaits, ne sont pas formés pour faire de la maîtrise d'ouvrage. 1. 2. Un maître d'ouvrage, chez nous, quand il veut faire quelque chose, il veut faire une œuvre, il veut faire un projet, il est astreint à des normes qu'il ne conçoit pas lui, qui sont conçues par d'autres, et qui n'ont rien à voir dans le domaine architectural. Ils n'ont rien à voir. Au moment où ils pensent, argent. Il y a un budget, ce budget, il se traduit par une surface, qui est découpée en petites surfaces pour répondre aux besoins de ce que l'on veut. Alors, je prends un exemple. Par exemple, pour moi, il n'y a pas une politique de l'habitat chez nous. Il n'y a pas une politique du logement. Tu fais une politique du logement, tu fais un logement F3 en 62, 63 mètres carrés, voilà 64, voilà 65 mètres carrés, alors que c'est une famille qui va vivre au minimum avec 6, 7 personnes, 8 personnes. Je dis combien? C'est quoi ça? Comment tu veux arriver à perdre? La même chose, ce soit les écoles, les choses sont en train d'évoluer, c'est vrai. On commence. Mais là, c'est le premier problème. On ramène tout aux besoins financiers. Et le besoin financier est une limite à la projection architecturale. C'est très limité. Et quand je dis projection architecturale, ce n'est pas au niveau seulement, disons, de la surface à terre. C'est pas seulement ça. C'est au niveau de l'esthétique. Et c'est aussi au niveau des matériaux. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu penses avec des matériaux qui répondent aux besoins d'aujourd'hui, qui répondent aux besoins d'aujourd'hui. Alors, tu connais très bien les besoins d'aujourd'hui, avec les problèmes climatiques que nous avons, avec les problèmes des tremblements de terre, des problèmes, avec tous les problèmes que peut subir une construction chez nous, particulièrement parce que nous sommes dans un pays où il y a des zones sismiques qui sont importantes. On te tord pratiquement le cou pour... alors évidemment, on risque pas d'avoir
Sinon, il faudrait être des super machines pour pouvoir, je dis pas humain, hein, des machines pour pouvoir. Ça, c'est mon premier, c'est mon premier constat. C'est mon premier constat. Pourquoi? Parce que j'ai eu à étudier des logements. J'ai eu à étudier des logements. Bon, si tu veux t'amuser à faire un escalier balancé, si tu veux faire mettre, par exemple, je sais pas, un bon matériau. Non. Si tu as des traitements de façade, ça ramène ceci. Si tu fais des décrochements, si tu fais des... CTC va te dire non, ça ne peut pas passer, il faut faire comme ça. Et ils ont raison. Mais avant de les présenter au CTC, c'est que toi-même, tu sais, parce que tu passes par ton ingénieur, voilà. Il y a un petit peu tout ça qui fait que, bon, ça a tendance à, à se développer. Ça a tendance, c'est une tendance. Mais c'est une petite tendance. C'est une petite tendance. C'est ceux qui ont des moyens financiers qui peuvent permettre de faire... voilà. Et durant cette dernière période, justement, quelles ont été les réalisations qui vous ont laissé la meilleure impression? Vous avez évoqué les banques, justement. Vous avez pas mal travaillé avec la Banque extérieure d'Algérie, surtout, mais d'autres banques, même les banques étrangères. Mais pas seulement. D'autres programmes. J'ai des lycées. Tels que, si vous pouvez nous en nommer quelques-unes. J'ai des instituts. Oui, l'Institut national de formation professionnelle, INFP. Oui. Vous avez fait un très bel institut au niveau de Mejdala, essentiellement. On a eu faire ça. À Mejdala, j'ai j'ai fait aussi un très beau. J'en ai fait un Aynulmen, à l'entrée de Aynulmen. J'en ai fait. J'ai fait des salles de sport aussi. J'ai fait des salles de sport. Parce que la salle de sport, tu sais, c'est des portées de 32 mètres de largeur. Donc, c'est comme ça. J'ai fait des maisons pour les enfants. J'ai fait mais surtout l'éducation nationale, des lycées, mais là où je me suis vraiment, vraiment donné, ce sont les banques. Ce sont les banques. Et celles alors, pourquoi les banques? D'abord parce que la première banque qu'on m'a donnée, c'est la banque de la BEA, mais l'étude a été faite par le bureau d'études de la Wilaya. Et très vite, il y a eu un problème entre le maître de l'ouvrage et le bureau d'études. Ils ont tout arrêté. Et on m'a demandé, c'est-à-dire l'entreprise, c'est l'entreprise qui m'a sollicité auprès du maître d'ouvrage pour que je reprenne l'étude parce qu'il y avait des problèmes. D'abord des problèmes d'infrastructure. Bon, c'était pratiquement au niveau du rez-de-chaussée. C'est un bâtiment de R+5. Donc, quel siècle exactement, si vous pouvez nous éclairer dessus. Enfin, si cela ne pose pas de problème pour le maître d'ouvrage en lui-même. Était-ce la BEA de Sétif ou parlons-nous d'une autre? Non, je parle de la BEA de Sétif. Oui, celle en face, la cité de sans logement.
Exactement, exactement. Voilà. Vous étiez durant quelle période? Vous étiez en quelle période, ce temps-là? C'était 2020, c'est 2020. En 2020. Oui. La PEA de titre, j'imagine qu'elle date de bien plus que ça. Si nous sommes en 2020, donc nous sommes carrément personne. En 2020, et c'est en 2004, 2005 qu'elle a été inaugurée par Bouteflika. Et c'est le projet où il est resté 3 quarts d'heure pour l'inauguration. La PEA de Sétif, oui. Réalisée au début des années 2000. Donc nous sommes en 2004-2005. C'est ça. Nous sommes en 2004-2005. C'est ça. Entendu. Alors j'ai la BEAD. Oui. Allez-y, monsieur. J'ai la BEAD Msila. J'ai la BEA, ça a dit la sortie de Constantine. Là. À l'Imajdi, voilà. Oui. Et j'ai fait des travaux. Le nouveau siège de la BEA et le LMA également. C'était l'un de vos derniers projets. Oui. Voilà, je l'ai oublié. L'Allemagne, je l'ai oublié complètement. Un très beau projet d'ailleurs. Un très beau projet, très épuré, qui nous renvoie un petit peu au début de celle-ci, les années 1920, les années 1920. Vous savez, c'est un peu rare de retrouver ce genre d'esthétique aujourd'hui, tant avec cette fusion de formes arrondies, de formes de lignes, enfin sans jugement, sans place, juste tendance par ou d'autres. Oui. D'ailleurs, cela va nous mener au terme de votre carrière, qui s'est fait en 2020, qui a été à laquelle en 2020. Et ça va nous mener à la rétrospective de ces 52 dernières années. Nous parlions tout à l'heure de mode, en quelque sorte, ou bien d'éléments architectoniques et tout ça. On dit que pas mal de collègues architectes esthétifs disent que là où vous trouvez les arcs, vous trouvez la signature de Al-Wahid. Oui. C'est-à-dire que vous avez toujours un élément de prédilection qui est l'arc. Donc, que pouvez-vous nous dire de ça là-dessus? Surtout que l'arc est aujourd'hui très prisé, très popularisé. Oui. Mais que pouvez-vous nous dire au sujet de l'arc et pourquoi cet intérêt spécialement pour l'arc en plein cintre, les arcs brisés et autres? Tu sais, moi je n'invente rien. L'arc, il a des milliers d'années. Il a des milliers d'années. Et j'ai vécu un petit peu au Maroc, parce que j'ai terminé mon secondaire au Maroc. Et ils ont pas mal de constructions avec arcade. Et à partir de l'âge de 5 ans, tous les 2 ans, on venait à Sétif. Et ensuite, on allait à Ouedzinati, ou là, on allait en Kabylie. Et gamin, tu vois des arcades comme ça. Ça, c'est pas seulement les arcades. C'est de se promener sous des galeries. Tu vois, c'est de se balader sous des galeries. Voilà. Et ça reste. Et je me suis surpris en train de, très souvent en photo, moi
j'aime beaucoup la photo, de prendre des photos, tu vois. Ouais. Et j'étais en Tunisie, j'étais en Égypte, j'étais en Syrie, j'étais en Turquie, puis à Paris, il y a les grands boulevards, c'est des arcades, etc. Et puis j'aime, j'aime, j'aime les arcades, je me sens très bien. Et les arcades, c'est l'avenue du 8 mai 45, c'est la RN5, l'ancienne RN5 de Sétif. Bon, alors, quand j'ai la possibilité de faire des arcades, je fais des arcades. Que ça soit dans un lycée, que ça soit dans une banque, que ça soit donc pour des logements, quand j'ai la possibilité, je le fais, je le fais. D'ailleurs, tu as bien vu, c'est dommage, c'est pas bien traité au niveau des arcades parce que il y avait des travaux qui devaient être faits qui n'ont pas été faits tels qu'il fallait le faire au point de vue niveau, etc. Mais enfin, il y a des, donc j'ai toujours aimé les arcades et puis j'avais un prof en histoire de l'art. Euh, on s'est bien rencontrés et au niveau des arcades, etc., parce que j'avais pris des photos et elle m'avait montré, et elle était c'était une Parisienne. Donc, on avait une certaine, euh, disons, ressemblance dans... Moi, j'aime beaucoup les arcades. À ce sujet, justement, les expressions architecturales au niveau du sétifois abondent en référence à l'arc. Et ce n'est pas toujours, comment dire, ces gestes sont pas mal exécutés de façon presque intuitive et autres. Donc, quel est votre avis sur les expressions architecturales ou bien les modes, ou bien comme certaines personnes appellent ça les styles, qui sont en vogue dans le sétifois? Nombre d'architectes font référence à l'arc, notamment l'arc outrepassé, comme étant un symbole identitaire et autres. Mais quelle est votre perception sur ce qui se fait dans le sétifois, notamment durant ces 30 dernières années, en termes de style, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça? Oui. Pour conclure notre prospective. Oui, mais de toute manière, attention, l'arc, il est pas partout. Hein. Il est pas partout. Il est pas partout parce que il y a déjà il y a des architectes qui sont pas portés sur l'arc. D'abord, ils n'aiment pas beaucoup l'arc. C'est pas seulement l'arc, c'est l'arcade. D'abord, c'est une promenade. On se balade. On se balade. On peut se mettre à l'abri des pluies. On peut se mettre à l'abri du soleil. En été, c'est très agréable de se balader sous les arcades. Il y a des, il y a des éléments qui sont très bénéfiques pour les habitants, qui sont très très bénéfiques. Mais ce serait encore plus bénéfique s'il est bien traité. D'accord? C'est bon. Je ne pouvais pas donner des éléments de décoration pour aider l'arcade. Parce que faire de la décoration sur les arcades, d'abord, ça coûte une main-d'œuvre. Il faut une main-d'œuvre spécialisée et il faut de l'argent. Donc, on le reste à l'état pur tel qu'il est, quoi. Hein. On va pas vraiment faire comment dire, il y a des Corinthiens, voilà, non, on peut pas. Ça reste la chose la plus simple. Mais elle est,
elle est utile, elle aide, elle est utile, elle aide. Bon, il faudrait pas aussi que, comme on va chez nous, on va mettre des commerces sur les galeries, des trucs comme ça, c'est pas. euh, mais moi, j'ai fait le plan de ma maison, Rabbi Rahman, parce qu'elle a été démolie, avec des arcades. Tu vois, les fenêtres, des trucs comme ça. Bon, évidemment, là-bas, c'est traité avec des éléments, etc. Mais je sais pas si. En principe, les plans doivent être au niveau des archives de, de l'université. Oui. Un dernier mot sur votre carrière, c'est-à-dire quelle est votre quelle est votre rétrospective sur ces années-là que vous avez passées en tant qu'architecte, notamment après 2020, après la fin de votre carrière en fin de l'année 2020. Enfin, de toute manière, un âge, je termine ma carrière. Bon, euh, j'ai certainement fait des bonnes choses, peut-être aussi des mauvaises, mais euh, je, je termine ma carrière dans une forme de doute. Un doute. Un doute parce que j'aurais bien voulu avoir un enfant qui puisse faire de l'architecture, mais je lui aurais, mais aujourd'hui, je lui dirais de ne pas faire de l'architecture dans notre pays. Parce que, non, c'est une profession euh, qui va, qui, non, elle, euh, elle est difficile. Elle est difficile. C'est pas, c'est pas pour faire quelque chose qui fait plaisir, comme, parce que très souvent je me compare à un chirurgien, même s'il fait une mauvaise opération, la haja, on la voit pas. Nous, si on fait une mauvaise opération, c'est l'œil. C'est l'œil qui dicte la sentence. C'est bon, c'est pas bon, c'est moyen. Chirurgien, alors qu'il fait en principe encore plus d'études que nous, ben, lui, ça se voit pas. S'il fait une mauvaise opération, c'est une cicatrice et puis, non, non, je, moi, je termine mal ma profession dans notre pays. Je la termine mal. Voilà. Vraiment, je la termine mal. Surtout avec la bureaucratie que nous avons chez nous. Une bureaucratie qui est presque hostile à cette profession. Ouais. Dit, vous avez pleinement rempli votre rôle. En tout cas, est-ce que nombre de personnes des générations ultérieures considèrent. Et c'est au tour de celle-ci d'essayer de faire son lot d'expérience et son lot d'erreurs. Parce que nombre de personnes, en tout cas des personnes qui réfléchissent, sont également dans le doute. L'étude va surtout mener à un manque de vision, un manque de perspective pour ce qui est de l'avenir. Et sur ce, nous prenons, ou plutôt, nous arrivons au terme de notre petite conversation que nous aurions aimé développer davantage, mais que nous allons arrêter ici pour cette fois, pour cette période.
remercions, en tout cas je vous remercie personnellement d'avoir échangé, d'avoir fait cet échange transnational, vu que nous sommes dans deux localités complètement différentes. Et je vous souhaite beaucoup de santé, surtout, une bonne santé, et une prochaine entrevue. Et on aura l'occasion de se voir très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Et Mehdi, comment dire, merci. à la prochaine. En tout cas, merci. Merci pour cet entretien. Et Merci. comme toujours, je te souhaite une très bonne santé. Merci beaucoup, Wahid. Allez. Genre, on a tellement de choses à discuter. Oui, oui, c'est Tellement certain. d'histoire d'immeubles surtout à discuter. Oui. Bon, je suppose que je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler de chaque expérience que vous avez eue ou bien de chaque immeuble que vous avez réalisé. Mais si l'occasion se présente, et nous aurons peut-être l'occasion d'en parler directement, notamment de l'immeuble au centre-ville qui est près de la Poste, qui est très intéressant sur le plan de l'intervention en plein milieu d'un cadre existant. Et je vous dis bonne soirée, puisque je crois qu'il est presque 19h chez vous. Hein. Presque Oui. 19h chez vous. Tout. Oui. Bonne soirée et à un séjour. Inch'Allah. À la prochaine. Bon courage, Merci beaucoup. Mehdi. Merci beaucoup. Au revoir, mon fils. Au revoir. Salam.